je me poserais si j'étais à votre place, c'est pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas tranquille et pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'accélération du temps, cette révolution digitale, qui fait que d'une certaine manière, on doit se poser des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Et je vous dis ça parce que j'évolue dans des univers extrêmement variés et je vois que tout le monde se pose cette question. Et c'est une question qui est évidemment légitime. Et je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on vit une accélération du temps qui est sans commune mesure avec tout ce qui s'est passé. Et l'essence de cette accélération du temps, c'est de l'information. Alors je vais faire un petit détour, je vais parler des Romains et de la Rome antique, mais la Rome antique, c'est une société technologique. C'est la première fois où on est une société qui a inventé à la fois le ciment, l'arche, la grue à bras, tout un tas de technologies, l'aqueduc et d'autres technologies encore. Et ces technologies, elles ont disparu avec l'effondrement de l'Empire romain. Elles ont disparu pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on ne savait pas comment on véhicule l'information. C'est-à-dire qu'on n'avait pas inventé le papier, l'encre et l'imprimerie. Et ce qui a fait que pendant 1000 ans, 1600 ans pour certaines de ces technologies, elles ont juste disparu avant qu'on ne les réinvente. Et puis il y a un gars qui est arrivé, vous connaissez, qui s'appelle Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie, qui a provoqué juste le monde moderne. L'émergence du monde moderne, pour moi, c'est Gutenberg. Pourquoi? Parce qu'il a abaissé de façon extrêmement forte le coût de la distribution d'informations. Et puis, on a baissé ce coût de distribution d'informations, on a eu la première révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont pu diffuser des techniques. Ces techniques ont été reprises, améliorées, puis on a inventé la machine à vapeur. Il y a des plans de machines à vapeur qui sont extrêmement complexes, qui ont traversé la Manche, qui ont été améliorés des deux côtés de la Manche, et puis ça a entraîné cette première révolution. Deuxième révolution industrielle, c'est aussi une révolution de la machine, c'est le moteur explosion et le moteur électrique, et c'est encore une fois une accélération de la diffusion de l'information. Et ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on assiste à une accélération exponentielle de l'innovation, c'est que le coût de la distribution de l'information, il est devenu marginal. C'est le monde de l'Internet, c'est ce qu'on appelle en économie les gains d'opportunité. Alors les gains d'opportunité, c'est quoi? Moi, la façon la plus simple que j'ai trouvée d'en parler, c'est l'Afrique. Alors je sais que ça semble bizarre, parce que l'Afrique ne semble pas être a priori le continent le plus numérique qui soit, mais pour autant, c'est une façon extrêmement efficace d'expliquer pourquoi il y a une accélération de l'histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Eh bien, entre 1960 et 2000, c'est le continent maudit. C'est un continent qui connaît une croissance qui est inférieure à 1% par an. Et le fait, comme la croissance démographique est supérieure, les Africains de 2000 sont 2 fois plus pauvres que ceux de 1960. Donc 2 fois plus pauvres, ils sont très pauvres, évidemment. Puis à partir de 2000, chose assez étonnante, accélération de la croissance africaine, aujourd'hui en 2014 de 6%, qui sera de 7% cette année, et la Banque mondiale nous dit qu'elle devrait se situer entre 6 et 10% dans les 15 années qui viennent, en faisant la première zone de la croissance de l'humanité. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'origine de cette croissance? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, naturellement d'ailleurs, c'est l'origine des matières premières. Il y a beaucoup de matières premières en Afrique, et donc on les exploite, on les vend partout, et c'est ça qui fait la croissance de l'Afrique. Mais pas du tout, puisque si on prend la totalité des matières premières africaines, ça compte pour 1 à 2% de la croissance africaine. Et la London School of Economics nous a dit en 2004, après avoir fait une longue étude, que l'origine de la croissance africaine, c'est quoi? C'est les réseaux de télécommunications. Et ça, c'est génial, c'est tout à fait étonnant parce qu'on voit les réseaux de télécommunications qui arrivent successivement dans différents pays, et on voit, hop, la croissance qui se fait accélérer. Pourquoi? Parce que vous avez un phénomène qui est proto-numérique, qui est avant-numérique, qui est des gains d'opportunité par diffusion d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un continent où il y a peu d'infrastructures, eh bien, vous remplacez l'absence d'infrastructure par l'information. Vous êtes un fermier, vous récoltez votre champ, vous dites où est-ce que je vais aller vendre mon grain dans le meilleur endroit possible. Si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous allez au marché le plus proche, manque de bol, c'est là où tout le monde va, et il y a un surplus d'offres par rapport à la demande, qui fait qu'il y a une déperdition de valeur extrêmement forte, parce que les gens qui veulent du grain ne peuvent pas en acheter, puis ceux qui sont là, on achète ce qu'ils peuvent, et puis le reste, comme on ne sait même pas où le stocker, on va le perdre. Ça, c'est typiquement l'Afrique d'avant. Et puis l'Afrique d'après, avec de l'information, vous répartissez, vous optimisez, vous faites des gains d'opportunité par répartition de la valeur optimale. Ça, c'est ce qui se passe, et c'est ça l'origine de la croissance africaine. Et puis, cette origine, elle a une accélération qui est due au numérique.
Moi, j'aime bien parler de ça, de M-Pesa. Donc, M-Pesa, c'est quoi? C'est un des plus grands succès commerciaux qui soit jamais arrivé. C'est du mobile banking, c'est arrivé en 2007 au Kenya, et on a créé une banque par téléphone avec de l'Internet, donc du monde IP, et on a permis à 26 millions de Kenyans, il y a 40 millions de Kenyans en tout, de se bancariser pour la première fois. Il y avait 150 000 comptes bancaires avant l'invention de M-Pesa, donc c'était absolument rien. Et ça a des effets économiques absolument incroyables. Ça permet de passer de l'économie informelle à l'économie formelle, ou en d'autres termes, de l'argent qui est sur le matelas à l'argent qui est sur le compte en banque. Et puis, c'est de l'argent qu'on peut faire travailler parce que vous pouvez le prêter à des gens, vous pouvez vous faire rémunérer votre compte en banque quand vous avez plus de 100 $, sur le compte. Vous avez le droit d'envoyer dans un des... Il y a aussi 26 pays dans la zone M-Pesa, donc dans un de ces 26 pays. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, il y a beaucoup d'études économiques qui sont sorties sur M-Pesa. M-Pesa, c'est 30% de la croissance du Kenya, qui est 10%. Vous prenez juste un service numérique et vous êtes à l'origine de 30% de la croissance d'un pays donné. Vous voyez le potentiel du numérique. Et ça, c'est en train d'entraîner le monde entier. Pourquoi? Parce que ces services font des gains d'opportunités absolument partout. Ils en font évidemment dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. Et ce système est en train d'accélérer. Pourquoi? Alors là, il faut que je change ce slide, c'est pas 100 millions, c'est 100 milliards. Parce qu'il y a un phénomène d'accélération qui se résume très bien. Vous êtes tous connectés à Internet. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas connectée à Internet. Vous avez un email, etc. Un smartphone pour la très grande majorité d'entre vous. Et il a fallu 40 ans pour faire ça. Il y a 2,5 milliards d'individus qui sont connectés à Internet. C'est un peu plus d'un tiers de l'humanité. Mais ça a pris quand même 40 ans pour arriver à ça. Et écoutez ça, en l'espace des 3 ans qui viennent, des 36 mois qui viennent, on va connecter 2,5 autres milliards d'individus. Donc vous êtes à un point d'accélération dans l'histoire de l'humanité, en grande partie dû au fait que les smartphones arrivent à des coûts qui sont raisonnables et sont aujourd'hui accessibles aux pays en développement, en particulier l'Afrique, l'Asie, tous les pays qui se développent, remplacent les feature phones, les téléphones qui servent à téléphoner, par des smartphones. Et de fait, ces gens-là vont participer à l'émergence de cette galaxie numérique qui est composée de deux dynamiques fondamentales. Quand j'essaie d'expliquer le numérique, je parle toujours des deux slides qui vont venir. Et avant d'en parler, je voudrais vous dire que si je voulais mettre 100 milliards et pas 100 millions en bas, c'est qu'il y a un troisième phénomène qui est le fait que les objets connectés commencent à arriver. Et ces objets connectés, vous en possédez en moyenne en France 1,5 par habitant. D'ici 2 ans, vous posséderez 7. Et d'ici 2025, il y en aura à peu près 100 milliards sur la planète. Ces objets connectés participent à l'émergence de cette accélération absolument incroyable parce qu'ils permettent de faire d'autant plus des gains d'opportunités qui peuvent être utilisés par tout le monde. Alors, juste pour vous donner une idée, dans les objets connectés, on considère qu'il y en aura à peu près 20% qui seront des objets domestiques, donc des petits bracelets qu'on porte, des trucs sympas, etc. Les 80% qui restent, ça sera des activités économiques et industrielles. Donc ça sera de l'hôtellerie, il y en aura partout, vous allez compter les draps sales ou propres, il y aura des objets connectés pour faire tout ça. Ça va permettre d'accélérer la productivité dans les services de façon extrêmement importante. Donc il y a deux notions qu'il faut avoir à l'esprit à l'égard de cette révolution digitale. La première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la multitude. C'est le fait que c'est vous qui faites Internet, personne d'autre. C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait les contenus sur Facebook, c'est aussi vous qui avez fait Wikipédia. Wikipédia, ça a l'air de rien, mais c'est la plus grande somme de connaissances jamais rassemblée par l'humanité. C'est que si on imprime Wikipédia, la version anglaise, ça fait une encyclopédie qui fait 120 mètres de haut. Ça fait à peu près 100 fois la hauteur normale d'une encyclopédie. Et ça, c'est la plus grande somme de connaissances de l'humanité, et c'est vous qui l'avez fait, personne d'autre. Ce n'est pas une université, ce n'est pas une entreprise, c'est vous qui l'avez fait. Et puis c'est aussi vous qui faites la confiance dans le commerce. C'est-à-dire que quand vous allez sur Booking, sur Airbnb, sur toutes ces plateformes de tourisme, si les gens viennent derrière vous avec, je dirais, un entrain encore démultiplié, c'est parce que vous avez commenté, parce que vous avez voté, parce que vous avez permis d'ouvrir la voie, de faire en sorte qu'il y ait une confiance mutuelle de
l'ensemble de ces acteurs, aussi bien des acteurs B, business, que des acteurs C, consumer. Donc ça, c'est une notion essentielle. La capacité d'agréger la multitude, ce qu'on appelle être multi-stakeholder, ça peut être aussi bien vos fournisseurs, ça peut être vos clients consommateurs, ça peut être des ONG, ça peut être des tierces parties. L'interaction avec la multitude, c'est un élément fondamental de l'émergence de l'Internet. Et moi, je fais par exemple une analyse de l'agilité numérique des acteurs du CAC 40. On a surpondéré ce facteur. Les sociétés qui ont une relation avec la multitude, pour nous, gagnent des points de façon très importante à cet égard. Puis la deuxième dimension qui est importante, c'est la data. Et alors ça, j'en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est encore assez mal perçu. C'est-à-dire qu'on se dit toujours la data, c'est un truc technique, et puis c'est un sous-chapitre de l'Internet. Non, c'est une dynamique qui a été enclenchée à partir de 2005. 2005, c'est le moment où une société en particulier, qui s'appelle Flickr, qui est une société d'hébergement de photos, et a été voir des universitaires américains, leur a dit on ne sait plus gérer nos bases de données, nos photos, etc. Quand les gens font des requêtes complexes où il y a soleil, ballon, enfant, plage, le truc s'arrête, ça ne marche plus. Donc il faut nous aider à traiter ça. Et on a inventé la Big Data. La Big Data, c'est quoi? C'est la capacité d'extraire de l'empreinte data de l'humanité, des signaux que vous êtes en train de créer, parce que vous avez tous un téléphone dans votre poche, et ce téléphone, il vous localise, il émet, et certaines applications de ce téléphone sont en train de fonctionner. Tout ça, ça crée une valeur qui est encore absolument peu perçue. Alors, pas le temps de le faire, mais j'aime beaucoup faire une conférence sur la data pour expliquer le potentiel de la donnée, mais juste en quelques mots, je vais vous montrer ça. Donc, un domaine où ça va exploser, c'est celui de la santé. On est dans un système de santé qui a deux caractéristiques. Il est post-traumatique, on attend que vous soyez malade pour vous soigner, et puis on utilise de la chimie pour vous soigner. Et ça, c'est fini. Il y a un endroit qui s'appelle Grand Shanghai, qui est le seul endroit au monde où le coût du système de santé a diminué et la qualité de ce système de santé mesuré a augmenté. Et ils l'ont fait en créant de l'historicité de données de santé. C'est-à-dire, on a votre historique de données et on voit que, par exemple, il y a 20% de la population qui n'a jamais la grippe. Dans un pays où on a très peur du SRAS, de certains types de grippe extrêmement virulentes, c'est tout à fait essentiel d'avoir cette information. Ça augmente la qualité du diagnostic et de la prescription de façon extrêmement forte et ça limite les éléments qui sont exogènes à la pathologie qu'on veut soigner, notamment les externalités négatives, c'est-à-dire qu'on vous donne beaucoup de chimie, vous tombez malade, parce qu'on vous donne de la chimie justement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec la data. Je pourrais vous en parler pendant des heures. J'adore le sujet de la santé et de la data, mais je peux vous dire qu'il y a une révolution qui est en train de se tramer, notamment grâce aux capteurs qui vont arriver dans l'Apple Watch. Moi, j'ai vu un capteur qui était gros comme ça, et qui attrapait 93 données de santé différentes, dont par exemple le taux de glycémie en étant non invasif. Aujourd'hui, il faut aller chercher une goutte de sang pour le faire. Et bien, dans quelques mois, on aura plus besoin de faire ça, et on sera capable d'avoir des données qui seront supérieures à ce que votre médecin est capable, en vous regardant pendant une demi-heure, de récolter. Et bien, avec ce petit capteur, on sera capable, dans un délai extrêmement court, de faire mieux que ça. Donc cette révolution, elle est imminente, elle a commencé, et à l'égard de la santé, elle est très brutale. Un autre domaine, le domaine de l'agriculture. Alors là, pareil, on peut faire, d'ailleurs j'en fais une autre conférence sur l'agriculture. Les agriculteurs, c'est les premiers qui ont récolté de la donnée. Ils ont inventé le tableau Excel. Dans les années 50, ils faisaient des tableaux avec la pluviométrie, les intrants, la taille de pouce, etc. Et c'est les premiers qui ont utilisé Excel quand c'est arrivé, parce qu'ils utilisent beaucoup de données, et ils ont, avec ça, accru leur productivité. Si j'ai mis un tracteur de John Deere, c'est parce que John Deere a mis des capteurs dans ses tracteurs depuis 20 ans, et aujourd'hui, c'est une profession qui est hyper connectée, qui est hyper big data. Il y a des satellites opérés par Airbus, il y a des capteurs qui sont opérés par des sociétés comme Monsanto, et il y a aujourd'hui une deuxième révolution agricole qui aboutit à des gains de productivité d'un facteur 2 qui a lieu. C'est les mêmes natures que les gains de productivité, la même je dirais, échelle que les gains de productivité de la révolution verte des années 50 et 60, et c'est largement dû à la data. Quand je veux expliciter le potentiel de ça, je dirais que le Qatar, qui est un des endroits les plus hostiles au monde, s'est lancé dans l'agriculture en mettant en place des stratégies qu'on appelle le microplanting, qui sont largement dues à la big data. Donc cette révolution, elle a des impacts qui sont aussi extrêmement macro, extrêmement visibles, parce qu'un pays qui devient vert, alors
qu'il était jaune, c'est ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Et ils auront 60% d'autonomie agroalimentaire d'ici 2025. Donc c'est très très brutal ce que l'on peut faire. Alors je pourrais continuer les exemples. Dans les villes, vous avez un logiciel qui s'appelle Prepol, qui vous le mettez en place, vous mettez des tas de jeux de données, l'historicité des crimes, la vitesse des voitures, s'il pleut, etc. Et vous optimisez la répartition des forces de police qui dissuadent les gens de commettre des délits et des crimes. Et l'exemple, c'est Los Angeles, 13% de baisse des crimes depuis que ce logiciel a été installé. Donc ça vous donne une idée de la puissance que ça peut avoir aussi dans l'administration de ville. Et alors, le point qui me semble important de comprendre, et c'est vraiment, j'ai mis ce slide en pensant à vous, c'est que finalement on servifie. C'est un mot qui est très moche, mais qui correspond à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique d'actif, d'une logique de bilan, à une logique d'opération et de service. Quand on sait qu'une voiture, ça ne roule pas 93% du temps, donc dans les 7% du temps, je crois que ça reste 1% dans les embouteillages, et puis, je ne sais plus quoi encore, ah oui, ça cherche une place pendant 0,5% du temps. Vous dites, si on arrivait à avoir beaucoup de données et qu'on optimisait ça, ça serait probablement plus efficace. Eh bien, c'est ce que fait Blablacar, Airbnb, Uber, etc. en car sharing, carpooling, et ça repose massivement sur la donnée pour faire ce genre de choses. Et c'est là où je venais à ces gens, donc les hôteliers, c'est que je pense que l'idée de se dire, on est des propriétaires des murs et il ne pourra rien nous arriver parce que voilà, on a le meilleur emplacement au bord de la plage, ça c'est pas vrai parce qu'on est capable de louer des chambres chez l'habitant et puis vous avez quelque chose qui est un peu moins industriel que ça et qui est souvent, mais on l'a entendu, c'est aujourd'hui le premier hôtelier au monde, ce sont des gens qui n'ont jamais construit d'hôtel et je crois que c'est en soi quelque chose qui devrait nous amener à réfléchir. Puis la simplification, c'est d'autres choses, ça touche un peu tous les domaines. Si vous êtes, j'aime bien donner cette image, si vous êtes un fabricant de matelas, votre objectif c'est de vendre des matelas les plus moelleux possibles. Eh bien non, votre objectif c'est de faire dormir les gens. Et si vous arrêtez de faire de la R&D dans les matelas et que vous mettez juste un capteur dans le matelas, vous allez pouvoir dire aux gens, tiens, c'est marrant, mais quand vous vous couchez un quart d'heure plus tôt, vous dormez beaucoup mieux. Et puis si vous ne buvez pas un verre d'eau avant d'aller vous coucher, vous ne le leverez pas à 4 h du matin et vous n'aurez pas des problèmes pour vous rendormir après, ce qu'on mesure extrêmement bien avec le capteur qui est dans le matelas. Donc ça, c'est des choses extrêmement simples, et qui sont pragmatiques, qui existent et qui montrent bien que la rupture de paradigme, elle est avant tout conceptuelle. C'est la façon dont on réfléchit qu'on aborde ça. Alors il y a deux clés que j'ai évoquées tout à l'heure. La multitude. Comment est-ce qu'on multiplie les interactions avec la multitude, donc avec l'ensemble des acteurs, et comment est-ce qu'on fait que ces interactions génèrent massivement de la donnée. Et ça a une conséquence qui est assez intéressante. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du marketing de service, puis on a aussi parlé du design de service, c'est que finalement, des usages qui étaient perçus comme des agressions, la vente de services, notamment la vente de services de tourisme, eh bien, quand vous avez beaucoup de data, vous faites disparaître le marketing. C'est plus du marketing. Le marketing, c'est ce qui vous agresse. Et en fait, quand vous avez fait disparaître le service, vous avez, le marketing, vous avez du service. C'est-à-dire que le service, c'est ce qui vous rend service. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas très bien, mais la révolution à venir, c'est une révolution de la learning experience. Vous avez des investissements qui sont absolument colossaux, qui sont faits actuellement par des sociétés comme Alibaba en Chine, qui est le premier investisseur mondial dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alibaba investit plus que toute l'Europe en intelligence artificielle. Ils investissent 2,2 milliards de dollars, d'euros dans ce domaine. C'est a priori plus que tous les investissements de toute l'Europe dans l'intelligence artificielle. Et c'est sans doute 2 fois plus que ce qu'on investit dans la Silicon Valley actuellement. On a lu ça à peu près à 1 milliard de dollars par an. Donc vous voyez qu'il y a quand même du chemin à faire. Et la raison pour laquelle Alibaba fait ça, c'est qu'ils ont compris que la bataille de demain, c'est la capacité de faire ce qu'on appelle des seamless services, c'est-à-dire d'unifier des parcours clients. Et ça, c'est quelque chose qui est, merci, je finis, qui est à la portée, c'est vrai qu'on a faim. Je crois que c'est mon dernier slide, j'en ai encore peut-être une dizaine. Ça dépend si vous êtes sage. Mais je crois que ce que je finirais, en disant ça, c'est que mon expérience d'entrepreneur, c'est qu'évidemment je peux vous faire peur avec des gros chiffres,
Mais Airbnb au départ, c'est des gars qui n'arrivaient pas à dormir. Ils se sont dit, on va bricoler un site web. Et ça, c'est une note d'espoir extraordinaire. Quand j'ai dit tout à l'heure que je pense que la France a un problème avec le financement de l'innovation, certes, c'est ce qu'on appelle le CapDev, les montants de 50 millions d'euros, mais moi, ce que je vois et qui m'impressionne beaucoup, c'est ce qui se passe dans des pays comme Israël ou en Californie, c'est la capacité des environnements, des écosystèmes universitaires à mettre 10 000 $ sur la table pour faire des protos. Donc c'est aussi le hackathon, etc. Et vous pouvez avoir votre rôle là-dedans. Un hackathon, c'est quoi? C'est une merguez party de codeurs. On les enferme dans une pièce pendant 2 jours, dans un environnement sympa, on leur pose une problématique, et on regarde ce qui sort. À chaque fois que j'ai un hackathon qui est organisé par une grande entreprise, je vois des trucs déments qui sortent. Donc voilà, le message c'est la data, la multitude, la disruption et l'hybridation avec le monde de l'innovation, et tout le monde est capable de faire ça. Je vous remercie pour votre attention.